Tout d'abord, eh bien, écoutez, je vais présenter mes meilleurs vœux au nom de l'IREMO, puisque c'est la première séance que j'anime en ce début d'année 2018. Donc, j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année, pour vous remercier également de votre fidélité, de votre présence à nos réunions. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour une nouvelle controverse qui est consacrée donc aux frères musulmans au cœur de la crise du Golfe. C'est ainsi que nous avons intitulé cette séance. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir deux chercheurs qui connaissent parfaitement bien leur sujet, évidemment, sinon on ne les aurait pas invités. Et donc, nous avons proposé à Karine Lahoud-Tatar, qui est de passage à Paris, comme Karim Sader, qui nous fait aussi l'amitié d'être de passage à Paris, et qui ont eu envie tous les deux de venir parler à l'IREMO, ce dont nous nous réjouissons. Donc, Karine, qui est docteur en sciences politiques, diplômée de l'IEP de Paris, et qui est professeure assistante à l'Institut sciences politiques de Saint-Joseph, l'Université Saint-Joseph à Beyrouth, et qui a publié il y a quelques années maintenant un livre qui s'appelle Islam et politique au Koweït aux éditions du PUF, et qui a réactualisé ce livre dans son édition en arabe qui est sortie en 2017. Donc pour ceux qui peuvent lire l'arabe, vous pouvez voir la version qui a été actualisée donc tout récemment, qui vient de sortir. Et nous accueillons également Karim Sader, que vous connaissez peut-être, qui est déjà intervenu à l'IREMO lorsque nous avions à l'époque j'avais coordonné un numéro de la revue Confluence Méditerranée sur le Qatar, qui s'appelait Qatar jusqu'où. Et Karim était un des contributeurs de ce numéro, et donc nous avions débattu à l'occasion de la publication de ce numéro. Donc Karim est politologue, spécialiste des pays du Golfe, il se déplace assez régulièrement dans cette région, il rentre du Qatar. Il est également chargé de cours à l'Université Saint-Joseph à Beyrouth, et il a participé à l'ouvrage Les pays du Golfe, nouvelle puissance du monde arabe, c'était en 2014 aux éditions du Cygne. Et donc tous les deux vont nous parler de cette crise avec un angle différent l'un et l'autre, puisque Karine va beaucoup plus parler des frères musulmans dans le Golfe, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils représentent, de leur histoire. Alors on a décidé, mais vous allez tout de suite nous dire si ça vous convient, de ne pas revenir sur l'idéologie dans le détail des frères musulmans, puisque nous pensons que vous tous ici, vous avez quand même une idée déjà assez précise de ce que sont les frères musulmans, donc plutôt de parler de ce qu'ils sont dans le Golfe, les particularités, les spécificités suivant les pays. Donc Karine va commencer pour nous exposer la situation, la position des frères musulmans, et Karim qui après lui va nous parler vraiment de la crise dans ce Golfe, et en insistant sur un point qui est que les frères musulmans sont une des raisons de cette crise, mais ça n'est pas l'unique raison, loin de là, et donc il nous fera part de son analyse des raisons de cette crise. Donc voilà, vous allez voir, ce sont deux regards qui vont être complémentaires et qui vont permettre d'aborder d'abord ce premier sujet des frères musulmans qui est quand même beaucoup moins connu. On connaît plus, on a beaucoup plus traité ici à l'IREMO des frères musulmans en Égypte, en Tunisie, mais la question vraiment particulière des frères musulmans dans le Golfe est une question qui est beaucoup moins souvent abordée, et donc je pense que ça va vous permettre de mieux comprendre, en tous les cas c'est l'objectif, de comprendre de ce qu'il en est. Et comme d'habitude, ils vont parler chacun 20 minutes, 20-25 minutes pour laisser le temps au dialogue, mais vous connaissez les uns et les autres le mode de fonctionnement de nos réunions à l'IREMO. Donc je passe tout de suite la parole à Karine. Bonsoir tout le monde. Je suis ravie d'être à Paris et spécialement à l'IREMO. J'ai également eu la chance de contribuer, d'écrire un rapport qui a été mis en ligne sur cette question des frères musulmans, qui est assez compliquée parce que, comme je vais essayer de vous l'expliquer, il n'y a pas une seule trajectoire ou évolution des différentes branches des frères musulmans dans les pays du Golfe, que l'évolution des frères musulmans va essentiellement dépendre du contexte sociopolitique du pays d'accueil. En effet, pour essayer de comprendre en fait la diversité de ces trajectoires, il va falloir tenir compte de la spécificité de la nature du régime politique. Est-ce qu'ils participent au jeu politique? Est-ce qu'ils ont une présence institutionnelle? Quelle est également la stratégie de légitimation de ces familles régnantes? La question des relations avec le pouvoir. Donc, tout ceci sont des facteurs qui sont structurants de l'action des frères musulmans dans les pays du Golfe.
Alors, comme on le verra et comme j'essaierai de vous l'expliquer, dans certains systèmes, comme par exemple le système bahreïni, Qatar et koweïtien, ils sont cooptés par le pouvoir. Dans certains cas, ce sont également des opposants institutionnalisés avec des vrais partis, ou peut-être pas partis parce que le terme est interdit, mais en tout cas des vrais groupes politiques. Aux Émirats et aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, les frères musulmans sont réprimés. Alors, ce qui est également intéressant de comprendre dans l'analyse des frères musulmans dans les pays du Golfe, c'est qu'à l'origine, c'est une matrice identique et similaire qui est la matrice égyptienne, qui va permettre en fait la création et l'essaimage des frères musulmans dans cette région. Donc on a des dynamiques d'importation qui sont similaires sur lesquelles je reviendrai par la suite, mais en revanche, en raison en fait du contexte sociopolitique spécifique à chaque monarchie du Golfe, on va avoir des modèles d'évolution complètement différents. Et donc, l'enjeu principal des frères musulmans, ou disons des branches locales dans ces monarchies du Golfe, va être, entre guillemets, de nationaliser une idéologie qui est exogène et qui a été importée d'Égypte dans un contexte national spécifique et de pouvoir construire une identité collective qui fasse sens auprès des locaux et qui réponde vraiment à des enjeux économiques, politiques, sociaux spécifiques à partir du moment où dans deux contextes essentiellement Bahreïn et Koweït, ce sont des acteurs politiques et qu'il y a des élections, il y a un enjeu électoral. Autre élément également à comprendre sur ces branches locales, c'est que ces branches locales vont permettre de développer la capacité de résilience de l'organisation mère, entre guillemets, et des frères égyptiens, et vont permettre en fait une résistance aux chocs et aux crises en servant de base arrière de repli à tous les frères musulmans qui vont être réprimés et persécutés dans leur pays, que ce soit en Égypte, en Irak, en Syrie. Donc, alors, comment émergent en fait les frères musulmans dans les pays du Golfe? Alors, tout remonte au début des années, disons, dans les années 1920, où Hassan al-Banna, le père fondateur, avait fait preuve déjà d'un intérêt grandissant et important pour l'Arabie saoudite, où il se rendait régulièrement pour faire le pèlerinage dans les villes saintes. Et cela lui permettait, à cette époque, de développer des liens et des relations avec les notables saoudiens et quelques notables des pays du Golfe. Donc, à la même époque, en fait, il faut bien comprendre qu'on est dans un environnement où l'idéologie des frères musulmans n'existe pas encore. Nous sommes dans un environnement très conservateur qui est dominé par des oulémas wahhabites. Et donc, les frères musulmans arrivent dans ce contexte à partir des années 20, mais ils sont alors très peu nombreux et ils viennent juste pour enseigner quelques matières pour des courte durée et après ils repartent regagner leur pays. Alors jusqu'à l'édification en fait de l'État moderne, souvent qui commence dans les années 50 dans les pays du Golfe, les frères musulmans, en fait, comme je vous l'ai dit, ne venaient qu'enseigner quelque temps et ils repartaient en Égypte. Et pour les golfiens qui souhaitaient poursuivre leurs études, ils allaient par la suite soit en Irak, soit en Égypte pour faire des études supérieures. Et lorsqu'ils allaient en Égypte, ils étaient confrontés naturellement à l'idéologie des frères musulmans. Et en revenant dans leur pays d'origine, en fait, ils revenaient avec cette idéologie et ces acteurs du Golfe vont servir, disons, de point d'ancrage et d'entrée du courant du mouvement frères musulmans dans les pays du Golfe. En fait, ça, c'était la stratégie de Hassan al-Banna où il fallait des notables locaux
pour permettre la création de branches locales. Ces notables locaux n'étaient pas choisis d'une manière au hasard. Souvent, ils étaient issus des grandes familles marchandes, ils étaient proches du pouvoir politique. Donc, ceci permettait en fait un ancrage beaucoup plus facile de l'idéologie des frères musulmans. Donc à partir des années 50, beaucoup de choses vont changer. D'abord, il y a la modernisation de ces monarchies du Golfe, avec l'ère pétrolière, le boom pétrolier. Et donc, il s'agit pour ces États qui ne sont pas encore modernes de créer leur propre structure et de créer des États. Donc pour cela, on avait besoin de fonctionnaires. Et donc, en raison de l'absence de main-d'œuvre locale, on va faire appel à l'époque à des personnes ou à des Égyptiens qui étaient quand même beaucoup plus éduqués à l'époque que les locaux pour pouvoir occuper des postes au sein de l'administration et faire fonctionner ces administrations. Donc, beaucoup vont intégrer le ministère de l'Éducation. Et beaucoup vont également aller au sein du ministère des Affaires religieuses. Et donc, cette arrivée en masse des frères musulmans dans les pays du Golfe dans les années 50 va également coïncider avec les vagues de répression dont ils vont faire l'objet essentiellement en Égypte en 54 sous Nasser. Puis après viennent les frères musulmans irakiens qui vont suivre en raison des tensions politiques et des pressions qui avaient été exercées par le général Qassem en 1958, qui va également réprimer ce mouvement. Donc en fait, il y a deux dynamiques qui vont se conjuguer. Vous allez avoir la fuite et la répression, la vague de répression dans les années 50, et à côté, vous allez avoir la naissance des États modernes. Donc, dans les années 70, en fait, les dynamiques d'importation ou d'essaimage des frères musulmans vont changer. Ce ne sont plus forcément, entre guillemets, des réfugiés politiques, comme on pourrait l'appeler aujourd'hui, mais plutôt des migrants qui vont venir s'installer dans les pays du Golfe pour des considérations économiques. En raison du boom économique pétrolier, vont se développer des nouvelles opportunités de carrière pour les Arabes d'une manière générale. Et donc, les frères musulmans vont s'appuyer sur les réseaux préexistants qui ont été fondés dans les années 50 pour pouvoir saisir ces nouvelles opportunités économiques. D'une manière générale, comme je vous l'ai dit, ils vont intégrer le système éducatif, et leur présence dans le système éducatif va être fondamentale pour diffuser leur propre idéologie, puisqu'ils vont participer dans certains cas à la révision des programmes d'enseignement. Dans d'autres cas, ils vont participer à la révision des programmes universitaires. Donc ceci va leur permettre de diffuser leur idéologie auprès d'une jeunesse, la jeunesse du Golfe. Il faut bien comprendre également que dans les années 50, 60, 70, cette politique généreuse d'accueil des pays du Golfe s'inscrit également dans des rivalités régionales qui vont opposer le front islamiste saoudien au bloc nationaliste progressiste égyptien. Donc, les monarchies du Golfe avaient tout intérêt en fait à construire une forme d'islamisme fort pour tenter de briser tous ces mouvements d'opposition nationaliste et par faire en fait une contre-attaque idéologique à ce courant nationaliste. Donc, à partir des années 70, les pays du Golfe vont devenir un lieu d'incubation idéologique où vous allez avoir en fait la rencontre de tout un nombre de frères musulmans issus de différentes nationalités. Donc les pays du Golfe vont devenir le point de rencontre pour les frères musulmans égyptiens, pour les frères musulmans irakiens, auxquels vont se joindre dans les années 80 les frères musulmans syriens. Alors,
autre élément essentiel, en fait, qui permet de comprendre la structuration, en fait, des frères musulmans dans les années 70, c'est également, en fait, le début d'une structuration d'une contestation islamiste dans ces pays qu'on va appeler la Sahwa, le mouvement du réveil islamique, qui va prendre naissance en Arabie Saoudite et qui va être une sorte d'hybridation entre la tradition wahhabite et l'école des frères musulmans, où on va aussi bien parler en ce qui concerne le courant wahhabite, qui est avant tout un courant religieux, qui s'est axé et centré sur les questions de bid'a, d'innovation dogmatique d'un côté, et pour ces wahhabites, en fait, les ennemis traditionnels de l'islam sont essentiellement les courants qui considèrent comme étant déviants, à savoir les soufis et les chiites. Et d'un autre côté, vous avez également le courant des frères musulmans et l'idéologie, si vous voulez, entre guillemets, radicalisée de Sayyid Qutb, qui elle, va se construire contre un Occident impérialiste dans sa vision ou dans la version de Hassan el-Banna, ou dans sa vision des États arabes impies dans la vision de Sayyid Qutb. Donc, le mouvement de la Sahwa va avoir un impact fondamental sur l'évolution des frères musulmans dans les pays du Golfe, et à partir des années 90, on verra le mouvement de la Sahwa sera un des principaux mouvements de contestation religieuse et islamiste à l'autorité des Al Saoud et par la suite à l'autorité des Sabah au Koweït. Alors, la question aujourd'hui qui se pose, et depuis le printemps arabe, et donc depuis 2011. Alors, comme vous le savez, le printemps arabe a quand même porté au pouvoir les frères musulmans en Égypte et en Tunisie. Et le printemps arabe n'a pas épargné, en fait, les pays du Golfe, puisqu'il y a quand même eu un certain nombre de manifestations et de mouvements de contestation qui ont quand même été assez brutaux à Bahreïn et au Koweït. Et donc, de toute évidence, ce printemps arabe a été perçu par ces monarchies sous le prisme sécuritaire comme une menace, en fait, existentielle à leur stabilité. Cette menace, en fait, revêtait une double forme. Non seulement elle émanait, en fait, de ces demandes de démocratisation qui vont être formulées par la rue, par la jeunesse, essentiellement des pays du Golfe, mais aussi par la prise du pouvoir en Égypte et en Tunisie par un processus électoral, c'est un processus, entre guillemets, un processus démocratique, une fois que les élections ont été relancées. Donc, à partir de ce moment, pour un grand nombre de pays du Golfe, les frères musulmans vont passer de la catégorie de risque potentiel à la catégorie de menace imminente, en tant qu'organisation qui a été capable de conquérir un pouvoir et qui jouit d'une capacité de mobilisation qui est quand même exceptionnelle par rapport aux autres groupes d'opposition dans ces pays. Donc à partir de ce moment, les Saoudiens et leurs alliés auprès du Conseil de coopération du Golfe vont tenter de sécuriser, entre guillemets, l'appartenance à la communauté frériste, en faisant un enjeu sécuritaire régional. Mais le problème, c'est que cette perception sécuritaire n'est que subjective et va dépendre en fait du contexte sociopolitique interne et des enjeux de politique étrangère de chaque région.
Il faut bien comprendre que ce qui s'est passé en 2011, en fait, donc ce passage de menace potentielle à la stabilité du régime en tant que groupe d'opposition à question de danger sécuritaire, en fait, va plutôt s'inscrire dans un processus historique où n'est que le résultat aussi de différents facteurs. Les premiers facteurs vont être essentiellement les années 79, qui vont être perçus, l'année 79, qui va être perçue en fait comme un moment clé de l'éveil islamiste et des frères musulmans dans cette région. En 1979, il y a eu la prise de la Mecque, hein. Puis, il y a eu la révolution en Iran, la révolution islamique. Donc, dans un premier temps, ces deux événements vont nourrir au sein de ces familles régnantes une certaine suspicion, alors qu'ils en avaient fait des alliés pour lutter contre le mouvement nationaliste, pour lutter l'opposition nationaliste arabe. Donc, les mouvements islamistes, à partir de cette époque, vont devenir suspects, d'autant qu'elle va leur ouvrir des perspectives de carrière et d'évolution en se disant oui, la révolution islamique est possible, cela s'est passé en Iran. Donc ces événements vont remotiver et requinquer les courants islamistes, mais d'un autre côté, cela sera balancé par l'invasion en Afghanistan, où les Saoudiens vont avoir besoin de ces islamistes pour contrer en fait une opposition communiste. Donc, les choses ne sont pas faciles. Donc, cela se passe dans les années 80. Donc, on va favoriser un peu les frères musulmans, mais surtout, on va politiser un courant wahhabite qui va devenir le premier ennemi et concurrent des frères musulmans. Si je suis claire. Alors, arrive 91. Alors, 91, c'est l'invasion de l'Irak et la deuxième guerre du Golfe. Alors là aussi, les choses se compliquent. Vous avez la structuration d'un courant d'opposition sahwiste dont je vous ai parlé et rappelé les origines. Essentiellement qui va commencer en Arabie Saoudite, qui va remettre en cause la légitimité des Al Saoud à diriger le pays selon les fondements et les préceptes de la charia. Comment fait-on appel à des forces impies occidentaux pour défendre les terres saintes de l'islam, alors que les Al Saoud dépensent des milliards de dollars dans le secteur de l'armement. Donc, la guerre de 1991 va être une crise fondamentale dans les pays du Golfe et elle va en fait permettre une montée en puissance d'une contestation islamiste et surtout, elle va aboutir à une fragmentation des frères musulmans. Parce que les Koweïtiens vont prendre position en faveur de l'intervention américaine, ce qui est normal, il s'agit de libérer le territoire national qui était occupé par les Irakiens, alors que les Saoudiens et les différentes branches vont considérer l'intervention américaine comme étant un acte terrible qui va mettre en danger les musulmans. Les musulmans sont sous la houlette des Occidentaux. Donc ceci va aboutir à une fragmentation, il y a une division du courant des frères musulmans dans les pays du Golfe et au retrait des Koweïtiens de la mouvance internationale. Cela va soulever d'énormes problèmes pour l'Organisation internationale des frères musulmans, car les Koweïtiens, ce sont les premiers bailleurs de fonds. Autre événement fondamental va être 2011 et le printemps arabe, où en fait la perception de cette menace sécuritaire, comme vous l'avez vu, ne va pas faire l'unanimité auprès des pays du CCG, et donc ceci va aboutir à une paralysie des instances décisionnelles et à l'absence d'une réponse logique ou structurée de la part du CCG. Donc chaque pays va tenir compte de son environnement interne, alors qu'en Arabie Saoudite et dans les pays
Et dans les Émirats arabes unis, les frères musulmans vont être classés comme étant une organisation terroriste en 2014. Au Bahreïn, les choses sont un petit peu plus compliquées que cela. Parce qu'au Bahreïn, dès 2011, vous l'avez vu, il y a eu des grands mouvements d'opposition et le régime ne doit, entre guillemets, sa survie qu'à cette intervention militaire qui a été faite dans le cadre du CCG, où on a vu les blindés saoudiens traverser le pont. Mais d'un autre côté, le Qatar a quand même besoin des frères musulmans dans le sens où les frères musulmans lui donnent un soutien fondamental et un appui dans sa lutte contre la majorité chiite. Le Koweït, les choses sont également un petit peu compliquées puisque au Koweït, les frères musulmans font partie de l'opposition institutionnalisée. Ils ont des organisations caritatives qui sont officiellement reconnues par l'État. Ils ont un groupement politique officiellement reconnu dans le sens où ils interviennent, où ce sont des acteurs politiques. Ils ont des élections, ils ont des députés. Il leur arrive même d'avoir des ministres. Mais lorsqu'il y a eu tous ces mouvements d'opposition et de contestation au Koweït, en 2011, les frères musulmans se sont ralliés du côté de l'opposition et ont boycotté les élections qui ont eu lieu en 2014. Donc, à partir de 2014, les frères musulmans restent une opposition institutionnalisée, mais d'un autre côté, les Al-Sabah, qui est la famille régnante, en fait, leur a fait payer le prix fort de cette trahison sur le plan interne. Cela s'est traduit par une politique antifrériste au sein de l'administration. Donc, on a remplacé les frères musulmans par les salafistes, donc par leurs premiers concurrents. Et surtout, le régime, en fait, leur brandit la menace de se rallier à la position saoudienne le moment où ils jugeraient cela opportun. Donc, pour le moment, les frères musulmans représentent encore une nuisance politique en tant que groupe d'opposition, comme tous les autres, ne sont pas encore une menace sécuritaire, mais c'est exactement cette menace de ralliement à l'axe saoudo-émirati qui pèse comme une épée de Damoclès sur l'action politique des frères musulmans au Koweït. Alors, le Qatar, les choses sont un petit peu différentes, puisqu'au Qatar, en fait, il y a eu un pacte avec l'émir, un accord où les frères musulmans se sont autodissous à la fin des années 90. Donc, officiellement, ils n'ont pas de structure interne, mais en contrepartie, ils ont pu négocier avec l'émir une présence au sein de El Jazeera qui leur permet d'avoir un soft power qui est fondamental pour eux, parce que cela leur permet d'avoir une ouverture médiatique fondamentale, non seulement dans les pays arabes, mais également dans le monde entier, et donc de pouvoir diffuser leur idéologie. Donc, je vais rapidement finir sur le fait que pour les Saoudiens, les frères musulmans représentent une menace sécuritaire, et plus que sécuritaire, elle représente une menace idéologique, puisque le discours qui est formulé par les frères musulmans ne correspond pas en fait à l'idéologie ou plutôt au prosélytisme à grande échelle qui est favorisé par les Saoudiens dans son credo wahhabite, autrement dit, qui prône une stricte soumission aux détenteurs de l'autorité légitime, autrement dit au El Saoud. Donc, la réponse des pays du Golfe, et ça, je vais laisser Karim Sader vous l'expliquer, est très ambiguë, manque de cohérence. Et le Qatar a été classé en tant que le vilain petit canard du pays du Golfe. Hein. Mais il n'empêche que le Qatar, en fait, grâce à Jazeera et également au fait que les frères musulmans ont pu
aboutir au pouvoir en Égypte et en Tunisie, le Qatar voyait dans ces nouveaux leaders politiques des alliés avec lesquels il pourrait éventuellement faire un contrepoids à l'idéologie essentiellement qui me semble et à la doctrine des Saoudiens. Je vous remercie. J'espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karine. Et oui, j'ai oublié de préciser au début de mon propos que Karine a publié une étude d'une cinquantaine de pages qui est très complète sur les frères musulmans dans le Golfe et que vous pouvez trouver en accès libre sur le site de la Fondation pour la recherche stratégique. Et quand vous arrivez sur le site, la page d'accueil de la FRS, où il y aura un onglet avec Observatoire du monde musulman. Vous cliquez sur l'observatoire et là, vous verrez, il y a plusieurs notes et études, dont l'étude de Karine qui vous permettra d'approfondir ce qu'elle a dit. Merci beaucoup, Karine. Et donc, la jonction a été faite naturellement avec le propos de Karine. Bonsoir, merci beaucoup. Je suis également ravi d'être ici. Malheureusement, je n'aurai pas le même dynamisme et la même énergie que ma collègue, étant un petit peu pris par un rhume libanais que je vous ramène fraîchement de Beyrouth. Je vais m'efforcer quand même de parler de cette crise du Golfe avec une certaine continuité, effectivement, par rapport à ce qui vient d'être dit. Alors, effectivement, je rebondis donc sur ce que vient de dire Karine Lahoud par rapport à la question des printemps arabes. Déjà, la première chose qu'il est important de souligner, c'est que cette crise, ce blocus instauré le 5 juin donc 2016 par ce qu'on appelle le quartet antiterroriste ou anti-Qatari. Donc tout ça, c'est effectivement des appellations comme ça, mais bon, il y a derrière ce quartet l'Arabie Saoudite d'abord, épaulée par les Émirats Arabes Unis. Le reste, c'est Bahreïn. Bon, Bahreïn, c'est une province saoudienne. Il y a encore 2-3 ans, il y avait un projet de fusion entre donc Bahreïn, qui est une monarchie sunnite, mais qui est majoritairement chiite, et qui ne doit effectivement sa survie qu'à le parrainage saoudien. Et il y a l'Égypte, donc dernier membre de ce quartet, qui vit sous perfusion financière saoudo-émirati. Donc, tout ça pour vous dire, effectivement, vous l'avez compris, que ce blocus, cette politique et cette stratégie agressive vis-à-vis du Qatar qui a débuté donc le 5 juin est l'apanage, la stratégie des Émiratis, des Émirats Arabes Unis et de l'Arabie Saoudite. De Mohammed Ben Zayed, donc, qui est le prince héritier émirati, qui donc est celui qui tient les rênes de la fédération entre ses mains, et de Mohammed Ben Salman, MBS, MBZ, il faut s'habituer maintenant à ces acronymes, qui est le nouveau prince héritier et qui est le nouvel homme fort du régime saoudien. Alors, pourquoi la question des printemps arabes? Parce qu'il est clair que ce qui se passe donc à partir du 5 juin est une réaction à ce qui s'est passé lors des printemps arabes. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les printemps arabes? On a le Qatar, donc qui est cet émirat rebelle, qui a toujours été un petit peu le félon de la péninsule arabique, celui qui a toujours refusé la tutelle de la grande puissance hégémonique saoudienne, prend fait et cause pour les révolutions arabes, évidemment avec un agenda derrière qui est celui de soutenir non pas la jeunesse qui est en demande de démocratie et de bien-être économique, mais d'apporter au pouvoir la matrice, enfin les frères musulmans. Les printemps arabes ont été un traumatisme pour l'Arabie Saoudite, ont été vécus très très mal par les Émirats Arabes Unis, énormément par Bahreïn aussi, mais pas pour les mêmes raisons, parce que pour Bahreïn, c'est le vent de contestation qui a pris auprès de la majorité chiite, dont les revendications sont certainement les plus légitimes dans cette vague de protestation qui a traversé toute la région du monde arabe, arabo-musulman. Et donc, le Bahreïn a été tétanisé, non pas pour la question des frères musulmans, mais en tout cas par ce virus contestataire.
Idem d'ailleurs pour le régime des Saouds, qui a eu peur également de sa propre population, puisque c'est la première menace pour ce régime, c'est sa propre population. Sans parler effectivement aussi de la minorité chiite qui se trouve à l'est du royaume et qui est majoritaire là où se trouve la majorité des ressources pétrolières de l'Arabie saoudite. Donc, tétaniser, le front monarchique, je l'appellerai comme ça, contre-révolutionnaire, décide donc de faire une contre-réaction, une contre-révolution tout récemment. Elle est aidée par un facteur important, une sorte d'alignement des planètes, c'est l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump, qui donc rompt avec, je vais faire des raccourcis rapides parce qu'on ne peut pas tout parler, et d'ailleurs je privilégierai davantage l'échange avec la salle, mais pour dire donc les choses un petit peu de manière rapide, succincte, donc Donald Trump qui rompt avec la politique de son prédécesseur Barack Obama, qui avait privilégié, lui, la montée des frères musulmans, en tout cas la chute des régimes laïques autocratiques, qui était tellement rassurant pour l'Arabie saoudite et pour les Émirats arabes unis. Donc Donald Trump arrive au pouvoir, il montre une grande connivence avec le nouveau régime saoudien, enfin en tout cas avec le nouveau prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salman. Et donc je dirais que c'est très intéressant parce que dans cette crise, il y a un facteur psychologique et personnel qui est fondamental. C'est la rencontre de personnages. Vous avez le gendre Kushner qui se lie d'amitié avec Mohammed Ben Salman. Et donc, il y a quelque part une perception de la part de l'Arabie saoudite qu'elle peut enfin revenir, qu'elle a un blanc-seing, une carte blanche de la part des États-Unis. Donc ces États-Unis avec lesquels, l'allié traditionnel, avec lesquels il y a eu tellement de turbulences dans les relations. Hein. Je rappelle l'épisode du 11 septembre déjà, puis ensuite donc l'arrivée de Barack Obama et cet accord sur le nucléaire avec l'Iran qui donc rend fou de rage les Saouds, et puis sans compter le facteur énergétique bien sûr, puisque l'Arabie saoudite, lapsus intéressant, les États-Unis, Saudi America maintenant, disposent grâce au pétrole et au gaz non conventionnel, d'une production pétrolière qui lui permet de sortir de cette traditionnelle dépendance qu'elle avait vis-à-vis du Golfe. Donc, toutes ces turbulences dans les relations américano-saoudiennes, l'Arabie saoudite pense en finir avec l'arrivée de Donald Trump. Et donc, elle perçoit la visite de Trump à Riyad en mai dernier, c'est ça, comme une espèce de blanc-seing. Alors, il y a eu des discussions, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, les Saoudiens pensent que ça y est, ils tiennent leur nouveau président, leur Bush, comme à l'époque, et ils vont pouvoir donner une leçon au Qatar. Et donc, c'est à ce moment-là qu'est décidé ce blocus, donc le 5 juin, par le Quartet, donc un blocus qui ferme les voies terrestres et aériennes, en tout cas avec les voisins du Qatar, qui se retrouvent depuis isolés, en tout cas par rapport à ses voisins. Alors là où moi je voudrais donc rejoindre la question des frères musulmans, c'est que si on regarde donc quelles sont les raisons pour lesquelles, n'hésite pas à m'arrêter quand mon temps est terminé, dès lors les raisons pour lesquelles donc les points qui sont énoncés au Qatar, donc les conditions à la levée de ce blocus qui est imposé au Qatar par donc l'Arabie saoudite, les Émirats et leurs alliés. Donc il y a 13 points officiellement. Si on regarde de plus près, il y a des choses assez fantaisistes. Hein. On demande au Qatar par exemple de renoncer à Al Jazeera. On reproche au Qatar sa relation avec l'Iran, privilégiée, ou en tout cas de ne pas faire partie d'un front anti-iranien, entêté et anti-chiite. On reproche au Qatar effectivement ses relations avec des groupes terroristes. Alors, venant de l'Arabie saoudite ou même des Émirats arabes unis, qui n'ont jamais eu de scrupules à utiliser des mouvements fondamentalistes dans leur stratégie politique, géopolitique, ça prête à sourire effectivement. Je pense que ce qui est reproché au Qatar d'abord, c'est sa liberté de manœuvre et son indépendance. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, par rapport à la question des frères musulmans, je pense que la divergence avec l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis d'un côté et le Qatar n'est pas
la question de l'alliance entre le Qatar et les frères musulmans d'un point de vue idéologique. Et c'est là peut-être que vient ma divergence de point de vue avec ma collègue qui me pardonnera. Je pense que ce n'est pas une question idéologique. Je crois que c'est plutôt une perception stratégique différente qui existe entre le Qatar d'un côté et les Émirats et l'Arabie saoudite de l'autre, qui est la perception des acteurs non étatiques. Le Qatar, qui a construit sa légitimité internationale, sa puissance, qu'on appelle maintenant soft power, est basé sur justement le développement de facteurs non coercitifs, de facteurs de puissance immatériels, transnationaux, tout ce qui justement insécurise des puissances traditionnelles, les mastodontes comme l'Arabie saoudite, qui ne sont pas habitués à traiter avec ce genre d'acteurs. Donc je pense que c'est là où les frères musulmans rentrent en ligne de mire. Ce n'est pas une question idéologique. Les Émirats arabes unis, à partir des années 50-60, ont accueilli les frères musulmans lorsque Abdel Nasser a commencé sa vague de répression vis-à-vis de la mouvance. Ces frères musulmans, donc je ne vais pas revenir sur le tableau très complet, et j'ai appris beaucoup de choses, merci, historique de la présence des frères musulmans dans le Golfe, mais ils ont été accueillis, et c'est dès lors que leur action transnationale, dès lors qu'ils ont émergé en tant qu'acteurs non étatiques, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à inquiéter l'Arabie saoudite et surtout les Émirats arabes unis. Et ce qui est intéressant à partir de la question des frères musulmans, c'est qu'on voit se dessiner à l'intérieur du Conseil de coopération du Golfe deux modèles. Le modèle aujourd'hui qatari, en quelque sorte, prôné par le Qatar, qui est un soft power qui n'hésite pas à utiliser les acteurs non étatiques. Et quand on regarde la liste des demandes formulées à l'égard du Qatar, on voit bien que les cibles, frères musulmans, mouvance, etc., groupuscules, Al Jazeera, sont des acteurs non étatiques que le Qatar a utilisés parce que tout simplement c'est un petit pays qui n'a pas la puissance, le hard power traditionnel, et qui a besoin de ces instruments-là pour rayonner et pour influer sur la région, pour peser sur la géopolitique régionale. A contrario, ces acteurs non étatiques, et ce modèle-là est réfuté par les Émirats et l'Arabie saoudite tout récemment. Et c'est très intéressant parce que les Émirats arabes unis sont en train d'influencer l'Arabie saoudite pour prendre une nouvelle tournure, celle d'un régime autocratique. Attention, l'Arabie saoudite était je dis était parce que c'est vraiment quelque chose qui est en cours, une monarchie consensuelle, autoritaire certainement, mais consensuelle, et basée sur le pacte entre le wahhabisme et la maison des Saouds. Je pense que ce qu'est en train de faire Mohammed Ben Salman aujourd'hui, sous l'impulsion de Mohammed Ben Zayed, c'est d'aller vers un régime autoritaire, autocratique, concentré dans les mains d'une personne, et ce ne sont pas les résidents au Carlton qui vont dire le contraire, qui donc va concentrer son pouvoir de manière autoritaire et personnelle, mais en mettant de côté progressivement, non pas le fait religieux de manière générale, c'est très délicat et ça va prendre du temps, mais en tout cas l'emprise du wahhabisme dans la société et au sein du pouvoir. Et c'est le signe qui me montre ça, c'est cette drague vis-à-vis des Occidentaux qu'a commencé ce jeune souverain, qui plaît d'ailleurs beaucoup maintenant aux Occidentaux, puisqu'il parle de l'ouverture aux femmes, maintenant qu'elles ont le droit de conduire. Il parle de libéralisation. Il me fait penser à ces autocrates de l'ère de Ben Ali, Moubarak, etc., qui ont construit donc leur légitimité et maquillé leur autocratie vis-à-vis de l'Occident par les questions sociétales qui obsèdent toujours les Occidentaux. Donc l'ouverture aux femmes, la libéralisation, les jeunes, etc. Donc Mohammed Ben Salman joue parfaitement cette carte et je pense qu'il va justement vers un régime personnel, autocratique et concentré entre ses mains, à l'instar d'ailleurs des Émirats arabes unis. Donc c'est, si vous voulez, sur ce point-là que je voulais aborder la question des frères musulmans, donc sur un facteur qui est davantage pragmatique, stratégique, géostratégique que idéologique.
Deux autres points rapidement avant d'en terminer. Par rapport à cette question donc, de la crise du Golfe, donc on est aujourd'hui, donc pour revenir vraiment à l'actualité la plus chaude, toujours dans cette période de blocus, dans lequel donc, le Qatar vit une situation donc, de blocus. Alors, il y a un autre point qui me paraît intéressant de cette crise, et un enseignement à tirer, c'est le déclin, l'affaiblissement des États-Unis. Il est clair que les États-Unis, aujourd'hui, dans la région, il ne faut pas oublier que depuis la doctrine Carter, donc en 81, le Golfe est une zone ultra sensible pour les États-Unis d'Amérique. C'est le centre du commandement militaire qui couvre donc toute la région qui va de l'Afghanistan au Maghreb. C'est le CENTCOM. C'est une zone vitale pour les États-Unis. C'est là où se trouve la plus grande base militaire américaine hors des territoires américains, hors États-Unis, donc qui est la base militaire d'Al Udeid au Qatar. Sans compter la 5e flotte navale donc, qui se trouve au large de Bahreïn, et une présence bien sûr au Koweït et en Arabie Saoudite. Donc les États-Unis, pour l'instant, n'ont pas réussi à trouver une solution à cette crise. Et c'est une crise qui est en train de créer énormément de facteurs problématiques pour le Golfe. D'abord, et paradoxalement, à ce que veulent les pays du Quartet, qui avaient l'intention de donner un coup au Qatar pour essayer d'affaiblir l'Iran, au contraire, ce qui s'est passé, c'est que l'Iran sort renforcé de cette crise. D'abord, le Qatar s'est rapproché un peu plus de l'Iran, donc on voit bien que c'est contre-productif. Hein. Donc les États-Unis, dans tout ça, n'arrivent pas à trouver une solution. Et il y a clairement, à l'intérieur de l'administration américaine, un souci de communication, vous comprendrez pourquoi, et surtout un souci de coordination entre... entre le secrétaire d'État, donc d'un côté, j'ai oublié son nom, Rex Tillerson, et le président, lui, j'ai pas oublié son nom, Trump. Donc, bon, je vais pas trop rentrer en détail, mais bon, Rex Tillerson a été le patron d'ExxonMobil, il a été très présent au Qatar, et il a effectivement un parti pris vis-à-vis du Qatar. Il trouve que cette crise, depuis le début, est complètement stupide. Donald Trump, lui, n'a pas vraiment de vision. On ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il cherche. Toujours est-il que ce vaudeville, parce que c'est comme ça que c'est devenu maintenant, est devenu une certaine guerre d'orgueil. On a des princes héritiers, hein, ils ont tous à peu près mon âge, la trentaine, qui se disputent, qui cherchent... un compromis, une manière de sortir la tête haute. Tout le monde est d'accord, et j'ai tourné dans tous ces pays-là et discuté avec des responsables de tous ces pays-là ces derniers mois. Tout le monde est d'accord pour dire que cette crise est stupide. Mais maintenant, il faut trouver un moyen pour quelqu'un de ces dirigeants, parmi ces dirigeants, de tout simplement sauver la face et de trouver un accord. Alors malheureusement pour eux, il y avait eu une entente, et je peux vous le dire, qui était de pouvoir trouver un accord par rapport à l'histoire du Yémen. C'est-à-dire que le Yémen aurait pu être une porte de sortie, c'est-à-dire que l'Arabie Saoudite et les Émiratis étaient en train de voir un moyen de sortir de la crise yéménite qui aurait pu, avec la participation du Qatar, c'était un peu le plan, de réconcilier tout ce monde-là, sauf qu'avec la mort du président Saleh, paix à son âme, la crise, donc maintenant, est complètement... enfin, en tout cas, il y a de nouveau un enlisement. Donc aujourd'hui, on ne sait pas vraiment comment tout ça va... comment tout ça va se résoudre. Ce qui est certain, et comme je l'ai dit, c'est que les perdants, ce sont toutes les monarchies du Golfe. Hein. C'est évident, elles en sont en plus conscientes. Voilà, donc, et d'ailleurs, par rapport à la question donc, de notre divergence sur la question des frères musulmans et de l'idéologie, on voit bien qu'il est plus rassurant pour un régime comme le régime d'Abu Dhabi ou de Riyad, d'Arabie Saoudite, d'avoir un rival comme l'Iran, donc un État, plutôt qu'une mouvance donc,
comme les frères musulmans, transnationales, que les Qataris ont entretenues. Donc je voulais juste insister sur ce point avec la question des frères musulmans, c'est cette divergence entre une vision statocentrée et une vision transnationaliste qu'incarnent un petit peu ces deux types de régimes. Voilà, je préfère m'arrêter là et puis laisser un peu la place à des échanges. Avant de passer la parole à la salle, est-ce que Karine, tu veux réagir sur... Plaisir. Écoutez, Karim, je vous remercie. C'était très intéressant. Moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses. Je vous en remercie. Je voulais revenir un petit peu sur cette question des frères musulmans. Effectivement, il y a cette double dimension. Il y a aussi bien cette dimension transnationale qui est fondamentale, et ça, on la voit vraiment dans la question de est-ce qu'il existe une internationale des frères musulmans. Et il y a également la question nationale à partir du moment où ces groupes sont intégrés au jeu politique et sont devenus des acteurs sociaux. Donc je suis entièrement d'accord avec toi, il y a cette double dimension et en fin de compte, tout dépend sous quel angle est-ce qu'on peut se placer. En tant qu'acteur politique, éventuellement, le facteur, à mon avis, le facteur d'intégration nationale va primer sur la question d'affiliation et d'allégeance à la question transnationale. En tant qu'acteur non politique et non étatique ou quand on n'a pas de structure nationale ou caritative à défendre, donc dans ce cas, on peut beaucoup plus s'inscrire dans une perspective transnationale. D'autant plus que ces deux logiques, par moments, se sont contredites. Comme on l'a vu en 91, il y avait d'énormes tensions entre la structure transnationale et les branches locales. Et donc, ceci a abouti à des fragmentations au sein de la structure transnationale et la volonté de ces branches locales de s'intégrer plus et de rentrer dans le jeu politique. Donc, autrement dit, à partir de 91, quand il y a eu cette crise avec l'organisation transnationale qui reste un facteur ou disons un vecteur identitaire fondamental pour ces branches locales, il n'empêche que ces branches locales se sont intégrées au jeu interne en créant des structures politiques. Et donc, je suis entièrement d'accord avec toi sur cette question-là, mais à mon avis, il faut diviser un petit peu, avoir un petit peu plus de nuances sur ces questions-là. Et d'un autre côté, moi je vois que la question idéologique régionale est fondamentale. On a deux visions de l'islam qui sont complètement contradictoires et opposées. Vous avez la vision wahhabite des El Saoud qu'on essaye de diffuser un petit peu partout dans les pays de la région et qui prône vraiment une certaine forme de quiétisme et de soumission aux détenteurs de l'autorité légitime qui sont entre autres les Saouds, donc les régimes en place. Et d'un autre côté, vous avez une vision un petit peu plus codebiste aujourd'hui des frères musulmans qui, au contraire, elle s'inscrit dans une approche de contestation et de remise en question de l'autorité politique de ces familles régnantes. Et donc, je trouve que le prisme idéologique est également important aujourd'hui pour comprendre ce qui est en train de se passer, comme il était fondamental dans les années 50, 60, 70, où il a fallu formuler un contre-discours au nationalisme. Et donc là, à mon avis, les tensions se trouvent au sein de l'islam sunnite même, qui oppose deux traditions politiques différentes et divergentes, en fin de compte, sur les questions de légitimité et de pouvoir. Oui, alors maintenant on va donner la parole à la salle. Il y a un micro qui normalement va être mis à disposition pour qu'on puisse vous entendre. J'espère que ma question n'est pas hors sujet, Alexandre Dahi. Quel est l'impact de ces visions, de ces intérêts, de cette situation locale au Golfe et dans la péninsule sur plus particulièrement, comme vous dites, dans la région et en particulier le Sinaï? C'est comment se passent ces tensions et ces positionnements Qatar, Arabie Saoudite, etc., dans les conflits les plus proches et en particulier l'insécurité au Sinaï, précisément?
Alors, on va peut-être prendre 2-3 questions, sinon on aura... Oui, vous avez évoqué brièvement l'international des frères. Ma question porte sur l'ouvrage, je ne sais pas si vous avez dû le lire, en anglais, qu'on peut traduire par l'étoile de mer et l'araignée. Je ne sais pas si c'est ce que vous pensez de cet ouvrage. Moi, je ne l'ai pas terminé, je l'ai parcouru. Hein. Ah. Bon. Non, non, c'est au niveau de l'international. S'il y a une internationale, encore une fois, c'est-à-dire qu'avant, on voit une structure pyramidale, c'est-à-dire une araignée qu'on peut écraser d'un coup, tandis qu'aujourd'hui, il y aurait, organisé plus ou moins par le Qatar, une étoile de mer, donc on peut couper une branche, mais la branche repousse. Non, bah, si vous n'avez pas lu, tant pis. Ce sont des anglo-saxons. Hein. C'est un ouvrage écrit par deux Anglais. On va prendre une dernière là pour l'instant et on fera un deuxième round de jeunes filles qui est là. On va parier les hommes et les femmes. La parité, c'est important. Alors moi, ma question, ça concerne l'implication de ces rivalités-là au Maghreb et notamment en Libye, dans le conflit libyen actuellement. Parce qu'on a les Émirats arabes unis qui interviennent en finançant les troupes du général Haftar. On a le Qatar qui avait participé aux révolutions en finançant les révoltes. Donc, je voudrais savoir si vous pouviez développer là-dessus. Alors, je vais donner la parole à chacun de vous deux. Qui commence ? Moi, je vais commencer sur... D'ailleurs, je ne pourrais répondre qu'à la structure pyramidale ou non. C'est vrai qu'historiquement, c'était une structure pyramidale qui était reliée, en fait, au Mourchid al-Am. Mais j'ai l'impression que plus les mouvements se sont nationalisés et inscrits dans un contexte local, plus il y a eu une remise en question de cette autorité. Et donc aujourd'hui, la question fondamentale, du moins des frères musulmans dans les pays du Golfe, était est-ce que cette représentation au sein de l'organisation internationale doit-elle toujours rester égyptienne, tout en sachant que c'est nous qui finançons le plus ? Donc, il y a eu d'énormes tensions entre les frères musulmans dans les pays du Golfe et les Égyptiens, et pour le moment, la structure reste toujours égyptienne. Et les frères musulmans n'ont pu rentrer que dans quelques sections, autrement dit dans les sections financières. Mais la question de stratégie, de l'idéologie, tout cela reste entre les mains en fait des frères égyptiens. Mais il n'empêche que la direction, en raison de cette intégration nationale, n'a plus forcément à dire son mot sur les questions locales. Et cela n'a jamais été le cas. Il y a toujours eu une marge de manœuvre qui a été accordée aux branches nationales en fonction des impératifs locaux. Si ces impératifs ne rentraient pas en contestation avec l'organisation internationale et les objectifs, ça, on l'a vu que ça avait été le cas et ça a créé beaucoup de tensions en 1991, lorsque l'organisation internationale a émis un certain nombre de... Au début, elle a émis deux décisions. La première décision, juste au lendemain de l'invasion, en condamnant cette invasion irakienne, et une deuxième décision lorsqu'il y a eu en fait l'intervention des troupes américaines et étrangères dans la péninsule arabique, où cette fois-ci l'organisation internationale a franchement condamné cette intervention étrangère. Et donc la décision de cette organisation internationale était en contradiction directe avec les intérêts des Koweïtiens, et donc cela s'est fait sentir. Donc il y a quand même une certaine marge de manœuvre qui est laissée à ces branches locales. Oui, alors oui, donc votre question est intéressante parce que je pense qu'elle rebondit un petit peu sur ce que je disais. Les Émirats arabes unis sont les premiers soutiens, effectivement. En tout cas, les Émirats arabes unis aujourd'hui sont en train de influencer au maximum l'Arabie saoudite pour qu'elle soutiennent à fond des types de régimes autoritaires laïques comme Sisi en Égypte ou Haftar en Libye, le maréchal, ce que l'Arabie saoudite jusqu'à maintenant faisait à moitié. On sait que l'Arabie saoudite a soutenu Moubarak avant les printemps arabes, soutenait les régimes autoritaires laïques, mais il y avait cette tentation toujours des mouvances islamistes, en particulier salafistes, parce que fragmentés, parce que
peu intégrés dans le jeu politique, contrairement aux frères musulmans. Ce qui se passe aujourd'hui en Arabie Saoudite, c'est que le virage que prend Mohammed Ben Salman, c'est de jouer cette carte à fond du régime autoritaire laïque, de revenir à cette structure-là de régime qui est beaucoup plus rassurante, et donc de soutenir des régimes, enfin en tout cas des régimes laïques autoritaires, donc de ceux qui prévalaient avant les printemps arabes. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important qui est en train de se passer dans la politique étrangère saoudienne. C'est un virage nouveau. Et c'est là où justement je profite pour répondre à Karine par rapport à ce que tu disais sur donc la question idéologique. Oui, bien sûr que la question idéologique est au cœur de la relation entre les frères musulmans et les pétromonarchies du Golfe. Mais d'abord, moi, je me suis attardé surtout sur la question de la crise actuelle du Golfe, c'est-à-dire ce qui est reproché au Qatar et là où rentrent les frères musulmans, le contexte dans lequel les frères musulmans interviennent là-dedans. Et je pense que là, on est moins sur une question idéologique. Je parle bien sûr de la crise du Golfe. Effectivement, qu'il y a un schisme à l'intérieur du sunnisme entre différentes mouvances, c'est évident. Les frères musulmans font partie donc d'une école qui fait peur à la mouvance wahhabite. Mais là où moi je réinsiste encore une fois, et je pense que c'est vraiment quelque chose, une projection qui est en train de se dérouler sous nos yeux. L'Arabie Saoudite va petit à petit se délaisser de cette... en tout cas, ne plus rentrer dans ce jeu de rivalité à l'intérieur des mouvances islamistes. Je crois qu'elle va se délaisser petit à petit de cette carte wahhabite qui, depuis le début, soyons clairs là-dessus, ne l'a jamais rien apporté de cohérent. Donc, et c'est là qu'il faut comprendre l'influence et le facteur personnel qui existe entre ces deux individus qui sont Mohammed Ben Zayed et Mohammed Ben Salman. Il y a une influence, vraiment. Il se dit que les deux hommes se réunissent toutes les semaines. Et devant une carte, se refont un petit peu le Golfe. Et les deux personnes sont enfin, le prince héritier émirati a énormément d'influence personnelle, psychologique sur le jeune Mohammed Ben Salman. Et il faut voir vraiment derrière la crise du Golfe et derrière cette question donc des rivalités avec les frères musulmans, la main des Émirats arabes unis qui veut vraiment sortir justement de cette tentation du soutien aux mouvances islamistes et donc soutenir davantage ces régimes-là, ces personnalités-là qui étaient au pouvoir avant le printemps arabe. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que jusqu'à maintenant, l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis avaient un agenda complètement différent. Aujourd'hui, elles sont arrivées carrément à avoir une alliance. Je ne sais pas si vous savez que les Émirats et l'Arabie Saoudite ont déclaré, le jour d'ailleurs du dernier sommet du Conseil de coopération du Golfe, qu'ils allaient lancer leur propre alliance. Une alliance militaire, stratégique, économique, beaucoup plus approfondie que ce qui existe depuis 1981 à l'intérieur du Conseil de coopération du Golfe. Or, jusqu'à maintenant, ils avaient des divergences. L'Arabie Saoudite, donc en Syrie par exemple, a soutenu davantage les mouvements fondamentalistes, les mouvements extrémistes religieux. Les Émirats arabes unis étaient beaucoup plus réticents à ce soutien, même si elle a apporté son soutien à l'opposition syrienne, entre guillemets, enfin ce qu'on appelait à l'époque opposition syrienne, avant que ce soit fragmenté. Elle était beaucoup plus réticente à la chute de Bachar el-Assad. Au Yémen, c'est pareil. Les Émirats arabes unis soutiennent les mouvances laïques, alors que l'Arabie saoudite était obsédée par cette vision sectaire qui était donc d'enrayer la progression des chiites, des Houthis, en soutenant, y compris d'ailleurs, les frères musulmans. Tu vois ce que je veux dire par la question que ce n'est pas qu'idéologique et c'est pragmatique. L'Arabie Saoudite a soutenu le mouvement Islah à un moment. Elle a accueilli beaucoup des membres de cette mouvance des frères musulmans au Yémen à l'intérieur du royaume saoudien. Donc aujourd'hui, le switch qui est en train de se passer, c'est que progressivement, l'Arabie Saoudite rejoint un petit peu dans cette vision les Émirats arabes unis, sur une stratégie qui est moins sectariste, moins basée sur la question des mouvances transnationales musulmanes, islamistes, pardon. Sur le Sinaï, vous avez quelque chose à dire l'un ou l'autre?
l'influence ou la part des pays. Bon, désolé cette question, on peut pas tout savoir. Voilà, là on va prendre 3 questions avec les 3 personnes qui sont là. Merci. Vous disiez que les frères musulmans sont intégrés dans le jeu politique de plusieurs pays dans le Golfe, mais comment ils sont perçus réellement par les populations de ces pays-là? Quel est leur poids réel parmi les populations des pays du Golfe? On va prendre 3 questions. Oui, ma question concerne une alliance probable entre les frères musulmans et les islamistes de l'Iran. Est-ce que c'est plausible ou est-ce que c'est très farfelu pour mobiliser les populations des pays du Golfe? Est-ce que l'Iran peut utiliser, puisque maintenant que les camps sont clairs, d'un côté le grand Satan, les monarchies du Golfe et puis les pays pseudo-laïques, et de l'autre côté, voilà. Est-ce que c'est possible, est-ce que c'est plausible ou est-ce que c'est farfelu? Bonsoir, merci pour l'intervention. J'ai 2 questions. La première, toute simple, elle concerne la Syrie, la crise syrienne. Quel a été en fait le rôle des frères musulmans et quel impact ça a eu sur la crise syrienne, le conflit syrien? La deuxième, en fait, j'ai enquêté sur les frères musulmans en Indonésie et leur rôle politique, et ils sont très bien intégrés dans l'institution politique, plus qu'au Moyen-Orient. Mais en fait, on leur reproche que c'est par pragmatisme et par opportunisme. Et donc, je voudrais savoir justement si leur but finalement, est-ce qu'ils ont vraiment envie de s'intégrer dans cette dimension nationale de politique, de nation, ou c'est pas un but final, un objectif pour développer cette dimension transnationale? Alors, on va répondre. Alors, la relation entre les frères musulmans et le régime iranien, du moins au Koweït, il n'y a jamais eu de problème. Des leaders des frères musulmans koweïtiens ont même été priés et se recueillir auprès du mausolée de Khomeini. Donc cela n'a jamais posé beaucoup de problèmes. Il y a toujours eu des relations, étant donné que ce sont des courants qui sont, avec l'âge et l'expérience, qui sont devenus beaucoup plus pragmatiques qu'idéologiques. Donc cela ne me gêne pas, ne me dérange pas et ne m'étonne pas. Oui, bien sûr, il y a des relations entre... et d'ailleurs, les frères musulmans, en tant qu'acteurs politiques, font ont des partenariats électoraux avec les groupes politiques chiites au Koweït, oui, et même à Bahreïn, sur des questions sociales éventuellement, sur des questions de défense des droits fondamentaux et de la Constitution. Oui, il y a des alliances électorales, oui. Alors, à propos de la manière dont ils sont perçus dans les pays du Golfe, j'ai l'impression que les frères musulmans sont plutôt perçus comme étant des vrais opportunistes, contrairement aux salafistes qui, eux, sont perçus comme étant les vrais défenseurs de la foi, des intérêts et surtout de la culture islamique. Les frères musulmans, en fin de compte, il me semble qu'ils ont quand même une base sociale qui est beaucoup plus limitée que les salafistes, mais en revanche, ils ont des accès au pouvoir beaucoup plus importants et aux élites économiques et politiques que les salafistes. Donc, en ce qui concerne la question, il y avait une autre question sur... Pour ça, je vais laisser à Karim, l'expert, y répondre. Alors moi, je vais revenir d'abord sur la question par rapport à l'Iran, qui est très importante, parce qu'il n'y a absolument rien de farfelu. Au contraire, les frères musulmans, ou en tout cas le régime iranien, pendant longtemps, a été une soupape vis-à-vis des frères musulmans. Je parle du temps donc pré-printemps arabe, où les frères musulmans vivaient dans la clandestinité, ou en tout cas étaient donc cette mouvance réprimée. Je parlerai tout simplement du soutien de l'Iran au Hamas en Palestine, qui était le premier sponsor du mouvement. Donc on sait très bien que l'Iran a utilisé de manière très habile la carte des frères musulmans comme un moyen, d'ailleurs par une espèce de connivence aussi idéologique et du martyr aussi, qui est très intéressante,
et du mouvement de répression, etc., face à ces régimes autoritaires, laïques et pro-occidentaux, et pro-américains, tout simplement. Donc ils étaient la parfaite carte à jouer pour l'Iran, d'abord pour montrer que l'Iran est une puissance qui n'est pas du tout enfermée dans un monde chiite et qu'elle veut rayonner sur le monde arabo-musulman de manière générale, et puis pour montrer justement que ces régimes rivaux sunnites sont lâchement alliés à l'Occident, etc., répriment leur population, et les frères musulmans en étaient l'incarnation. Et d'ailleurs, là où les printemps arabes ont été un facteur négatif pour l'Iran, c'est justement la prise de pouvoir progressive des frères musulmans a été en quelque sorte un recul. Et on a vu d'ailleurs que l'indicateur justement qui est celui de l'alliance avec le Hamas, on a vu que le Hamas a progressivement pris ses distances vis-à-vis du régime de Téhéran à l'époque où justement les frères musulmans avaient pignon sur rue et par la voie des urnes en plus dans le monde arabo-musulman. Donc ça, et aujourd'hui, le retour des frères musulmans à la case prison, clandestinité, etc., redonne plus que jamais donc un souffle à cette alliance avec le régime iranien qui utilise ça encore une fois pour délégitimer l'action de ces régimes arabes sunnites rivaux, quoi. La question sur la Syrie, le rôle des frères musulmans en Syrie. Les frères musulmans ont fait partie, effectivement, du mouvement d'opposition au régime de Bachar al-Assad. Mais comme on sait, l'opposition syrienne, qui était au début une opposition qu'on appelait opposition, a été complètement fragmentée. Et les uns et les autres, c'est-à-dire les différents acteurs de cette crise, ont fait en sorte qu'elle soit fragmentée, que ce soit le régime d'un côté qui a eu tout intérêt à ce qu'il y ait une prédominance des mouvances les plus radicales pour s'en prendre à elle, mais également de la part des soutiens à la révolution, enfin en tout cas à l'opposition syrienne, qui, comme les pays du Golfe en particulier, ont également aussi été réticents à soutenir ces frères musulmans dont ils ont justement peur. Donc quelque part, les frères musulmans ont été un petit peu les perdants stratégiques de ce jeu, de ce conflit syrien. Puisqu'il se retrouvait de part et d'autre, il inspirait la méfiance en tout cas de part et d'autre, c'est-à-dire à la fois du régime qui ne voulait pas d'une opposition islamique entre guillemets trop présentable, et donc préférant évidemment un Daesh et compagnie, et de l'autre côté les pays du Golfe, à l'exception bien sûr du Qatar qui lui a apporté son soutien à la mouvance des frères musulmans syriennes, mais les autres pays du Golfe qui ne voulaient pas justement de l'émergence d'un pouvoir frères musulmans en Syrie après l'arrivée au pouvoir donc d'An-Nahda en Tunisie, des Égyptiens, etc., etc. Donc voilà. Oui, madame. Merci beaucoup pour vos interventions. Mais alors, dans ce cas, pourquoi le Qatar serait le seul pays à ne pas avoir peur d'une prise de pouvoir des frères musulmans chez eux? Est-ce qu'il y a une autre question? Vous voulez d'abord répondre à celle-ci? Je veux dire là-dessus. Oui. Est-ce qu'ils n'ont pas peur? Moi, je dirais que la question ne se pose pas, étant donné qu'il y a eu un pacte informel en 1999, où les frères musulmans se sont démobilisés. Donc autrement dit, il n'existe pas de structure ou de capacité de mobilisation au sein du Qatar qui permettrait aux frères musulmans pour le moment de contester ces régimes. Ils interviennent, ils ont un rôle culturel qui est important, bon, même si le Qatar se dit wahhabite, et ça il le reconnaît. Donc il n'y a pas forcément une affinité idéologique avec les frères musulmans, c'est beaucoup plus du pragmatisme. Pour le moment, il me semble que les relations entre le régime qatari et... Je crois qu'il en a coupé. De toute façon, j'ai une voix qui porte, c'est ce qu'on me dit. C'est ce que me disent les étudiants. Il est éteint. Vous m'avez entendu? Oui. Alors,
Donc à mon avis, ce sont plus des relations pragmatiques où de toute façon les frères musulmans, on leur a donné Al Jazeera et pour eux Al Jazeera c'est un aura, c'est comme Karim l'a expliqué, un soft power exceptionnel et ils n'ont pas forcément de structure de mobilisation interne au Qatar étant donné qu'ils se sont autodissous. Voilà. Karim, tu veux dire quelque chose? Oui. Mais je crois que le micro marche. Non, mais c'est pour faire semblant. Ça va mieux. Ça fait ridicule en fait. Ah, on va vous en donner un autre. Ça évitera de forcer ta voix qui est déjà fatiguée. Exactement. Voilà. Merci. C'est bon, non? Toujours pas. C'est bon, ouais. Alors, votre question est très intéressante. Alors là, je suis de nouveau pas d'accord avec Karine. Parce que, alors, Karine, là, parle justement de non-adhésion. Alors, c'est pas du tout un désaccord. Les frères musulmans au Qatar ont bénéficié d'un accueil idéologique dans les années 50-60. Ils ont ils ont été intégrés dans les milieux culturels et religieux, notamment au ministère de la Culture, au ministère du Culte, parce que le grand-père de l'émir actuel, donc le Khalifa, le Cheikh Khalifa, donc qui est le grand-père de Tamim, le père du Cheikh Hamad qui a donné cédé le pouvoir à son fils en 2014, leur vouait une sympathie idéologique. Donc il y a quelque chose d'idéologique, mais bien sûr que ce n'est pas du tout ça à 100%. Donc ils ont intégré les sphères culturelles, religieuses. Le cheikh Youssef Qaradawi, qui est le télécoraniste d'Al Jazeera, très influent dans ses programmes, a pignon sur rue. Il est écouté partout dans le monde arabe, au Qatar en particulier, enfin en tout cas au Qatar. Il est diffusé à partir du Qatar. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas peur des frères musulmans? C'est une question très importante. Parce que d'abord, il y a une partie de sympathie et d'adhésion, mais surtout idéologique, mais surtout il y a une carte pragmatique à jouer. Les Qataris ont bien compris qu'à travers les frères musulmans, ils pouvaient concurrencer le voisin saoudien en utilisant cette carte qui d'autant plus est une carte qui ne peut pas leur brûler entre les doigts, contrairement aux autres qui, quand ils utilisent la carte islamiste, elle se retourne contre eux. Pourquoi? Parce que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, ils ont des gens chez eux. Les Qataris, il y a 200 000 Qataris. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 200 000 Qataris? Vous n'allez pas. Le reste, ce sont des travailleurs immigrés qui viennent en plus en rotation, en turnover. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que le Qatar, et on peut aussi coupler votre question à celle pourquoi les Qataris n'ont pas peur des printemps arabes. Pourquoi est-ce qu'ils ont soutenu la démocratie, entre guillemets, les mouvements de contestation, etc., partout dans le monde arabe, alors qu'ils sont un régime autoritaire aussi? Il y a un chanteur qatari qui a été mis en prison récemment pour avoir fait une blague ou quelque chose comme ça. Donc on est dans le même registre que les autres voisins. Parce que justement, il y a une population très riche en plus, qui n'a pas de revendications sociales et qui n'a pas de revendications particulières en termes démocratiques. Parce que quand vous vivez coincé entre l'Iran d'un côté et l'Arabie saoudite, des voisins qui vous veulent pas forcément du bien, la démocratie, ça peut attendre. Et quand en plus vous avez des revenus exceptionnels, un PIB qui dépasse celui du Luxembourg, avec en plus à la naissance une prime, etc. Bon, voilà. Et surtout maintenant, depuis la crise du Golfe, pour revenir à l'actualité la plus récente, vous pouvez rêver maintenant pour avoir un soulèvement au Qatar. Plus que jamais, les Qataris sont derrière leur régime. Alors là, le cher Tamim, donc Tamim El Majd, dont on voit les portraits partout fleurir, qui était encore un jeune, qui avait ses preuves à faire il y a encore quelques années, qui avait récupéré le trône de son père, qui lui est l'artisan du Qatar moderne, vient de gagner ses galons. Donc aujourd'hui, il n'y a plus lieu pour les Qataris d'avoir peur de la moindre contestation interne, y compris à l'intérieur de la famille. Le Qatar, le seul problème qui existait jusqu'à maintenant, c'est qu'ils se dégageaient les uns les autres. Le grand-père a renversé le cousin, qui a été renversé par son fils, et le fils a eu l'intelligence de donner le pouvoir à son fils, pour ne pas qu'il le renverse peut-être. Bon.
Donc voilà pourquoi les Qataris n'ont ni peur des frères musulmans et encore moins peur d'une contestation à l'instar des Saoudiens qui, eux, ont une population jeune, majoritaire, avec des revendications, qui en veulent manger, qui voient le pétrole, mais qui ont, jusqu'à maintenant, il y a eu en Arabie Saoudite des scandales avec les intempéries. Vous êtes dans le pays qui produit la première production mondiale de pétrole, avec des richesses immenses, un train de vie de certains princes qui est indécent. Et vous voyez des gens mourir à Jeddah, par exemple, à cause des intempéries, d'une pluie. C'est des inondations. Donc c'est grave. Pour l'instant, le jeune prince, MBS, Mohammed Ben Salman, a l'intelligence et la stratégie de taper sur les autres princes. Mais jusqu'à combien de temps ? Ça canalise la contestation. Il se donne en quelque sorte le rôle du Robin des Bois, c'est-à-dire celui qui va... sauf qu'il a récupéré tout l'argent pour lui. Et donc on va voir ce que ça va donner. Donc voilà. Beaucoup de population. Les Émirats aussi ont une toute petite population. Mais plus importante que le Qatar quand même. 2 millions, 2-3 millions, oui. Il y a une structure sociale quand même plus avancée, à la fois en termes numériques. Voilà, exactement. Non, je dirais que les sociétés, les autres à part le Qatar, ce sont quand même des sociétés qui sont politisées, qui ont un certain nombre de revendications. Et cela s'explique de par également l'histoire de ces pays. Comme Karim l'a très justement dit, quand vous avez 200 000 personnes qui ont un PIB par habitant de $100 000 par an alors qu'on ne travaille pas, je ne vois pas ce qu'on peut demander de mieux. Puis en plus, vous avez le football en 2022, et puis vous avez des événements à rayonnement international et régional. Donc pour le moment, ils n'ont pas à se plaindre, entre guillemets, si on veut. Oui, allez-y. Oui, je voudrais revenir sur le cas du Yémen. Vous avez dit, Madame Laoud, tout à l'heure, qu'il y avait une tension de plus en plus importante, une tension structurelle entre le courant des frères musulmans et les salafistes, en gros. Or, ces gens-là cohabitent dans Al-Islah depuis longtemps. Dans Al-Islah, il y a les deux courants à la fois. Et par ailleurs, Karim Sader, vous disiez que les Émirats arabes unis allaient pousser de plus en plus l'Arabie saoudite à s'écarter du wahhabisme, etc. Or, ce qu'on constate aujourd'hui sur le terrain, au sud du Yémen et en Libye, c'est que les Émirats s'accommodent très bien de la présence de groupes salafistes armés dans la zone du sud du Yémen qu'ils contrôlent et auprès de Haftar, dont on sait qu'une partie des troupes sont des salafistes. Alors est-ce que c'est pur opportunisme ou est-ce qu'en fait Ben Zayed n'a pas peur des frères musulmans, mais a peur des frères musulmans, mais n'a pas en réalité peur des salafistes, parce que les salafistes ne contesteront pas dans son idée son pouvoir. Je voudrais revenir sur la question de l'alliance des frères musulmans et des salafistes. Alors, si on rentre plus dans le détail, ça dépend de quel courant salafiste vous parlez. Parce que, comme vous le savez, il y a une fragmentation de ce courant. Vous avez les wahhabites. Vous avez après ce qu'on peut appeler le courant... les wahhabites, il y a très peu de relations entre les frères musulmans et les wahhabites. Vous avez après le courant de ce qu'on peut appeler les sahwistes, où là, vous avez des programmes politiques qui sont quand même assez proches. Et vous avez un troisième courant, d'ailleurs, qui est né au Koweït, étonnamment, et qui s'est diffusé dans tous les pays de la région, notamment en Arabie, qui a fait beaucoup d'émules, qui est le courant de ce qu'on a appelé Hizb al-Umma, le courant, le parti de la Oumma, qu'on pourrait plutôt définir comme étant des djihadistes, entre guillemets, politiques, ou dans le sens, c'est un courant qui est anti-monarchiste, qui est affirmé. Donc, avec les deux derniers courants, il y a des alliances très proches, étant donné qu'il y a des affinités idéologiques qui sont très proches, et surtout, il y a eu des passerelles et des passages entre les frères musulmans vers les deux autres courants et ces deux courants salafistes vers les frères musulmans.
En revanche, il me semble qu'avec ce qu'on appellerait les salafistes wahhabites, qui sont quand même, eux, un courant beaucoup plus dogmatique, comme je l'ai expliqué, vraiment fondé sur la béd'a. Hein, c'est pas compliqué, c'est soit noir, soit blanc, soit c'est une innovation et donc on condamne, soit c'est halal sharia et donc on y va. Donc chez les salafistes wahhabites, l'idéologie politique n'est pas très développée par rapport aux deux autres courants où on est beaucoup plus dans des courants de démocratisation. Des courants, comme je vous l'ai dit, vraiment anti-monarchistes affirmés. Hein. D'ailleurs, c'est Hezb al-Oumma qui a formulé ce discours dès 2005 et qui a été repris récemment par les mouvements de contestation, non seulement salafistes, mais aussi les frères musulmans ou les courants de la jeunesse. C'est ça ? On continue. Non, vraiment très rapidement, dans le cas précis du Yémen, oui, vous avez vous-même la réponse. C'est une stratégie purement pragmatique de la part des Émirats de venir en aide. Surtout, il y a la mort de Saleh qui a compliqué beaucoup les choses. Donc, effectivement, mais à long terme, ce n'est pas du tout la vision des Émiratis d'avoir au pouvoir des salafistes, des mouvements islamistes à la tête du Yémen, pas du tout. Vraiment, l'Arabie Saoudite joue sa carte dans le sud. Les Émirats Arabes Unis jouent sa carte dans le sud. Et aujourd'hui, elle fait quelques petits arrangements par rapport à Islah en particulier. Oui. Voilà, exactement. Moi, ma question, c'est aussi à propos du Yémen. Enfin, c'est pas vraiment une question, c'est à propos d'Ali Abdallah Saleh. Je pense pas qu'on puisse dire paix à son âme, franchement. Je veux dire, je suis trop athée pour dire qu'il brûle au dernier cercle de l'enfer, mais il est au Yémen ce que Bachar el-Assad est à la Syrie. Un gars qui ne veut pas partir. Il a fait semblant de partir au bout de 27 ans de pouvoir, et il a laissé l'essentiel et les éléments les plus puissants de son armée, la garde républicaine, tout ça, à son frère, et il est revenu après par la fenêtre, avec des alliances, et il a remis le Yémen dans la situation de la Syrie. C'est sinon pire. Bon, ça c'est un point. Je vous rassure, il est parti, hein, c'est sûr. Oui. Ouais, il est moins malin, ça c'est sûr. L'autre question, c'est de manière plus générale. Je veux dire, on ne s'en sort pas de cette clôture du monde arabe entre c'est soit l'islamisme, soit les dictatures militaires. Et ça vient des pays arabes eux-mêmes et des populations arabes eux-mêmes, mais j'ai l'impression que le reste du monde et l'Occident aussi a repris ça. Il n'y a qu'à voir parfois une délectation mal cachée de certaines élites, tout ça, devant la déconfiture des révolutions arabes. Et l'infinie solitude des démocrates arabes, elle semble pas près de finir, quoi. On ne parle que des islamistes et que des trucs. Si on avait donné au seul exemple qui réussit un petit peu, la Syrie, par exemple, je sais pas, le 10e de ce qu'on donne à d'autres trucs, on n'aurait pas ces problèmes de troubles en Tunisie et comme ça. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi non plus, je sais pas. C'est pas... Oui, mais ce que vous dites, je pense qu'il faut avoir aussi un regard historique et de long terme. Ces choses-là n'arrivent pas comme ça du jour au lendemain. On calque pas des modèles d'Occident ou de démocratie, etc. Moi, personnellement, au risque peut-être de vous choquer, je ne crois pas forcément qu'un régime démocratique calqué sur, je sais pas moi, le Danemark ou je sais pas moi, la France, etc., puisse marcher dans quelques pays ou d'autres pays. Voilà, ce sont des processus et la démocratie, c'est une conversion. Et on a bien vu que la plus grande catastrophe de ces dernières années au Moyen-Orient, c'est d'avoir essayé d'importer la démocratie. On s'en serait bien passé. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Je dirais qu'il y a quand même une société civile qui est relativement dynamique. Bon, c'est vrai que sa marge de manœuvre et d'autonomie vis-à-vis du pouvoir en place dans certains pays est relative,
Mais par exemple, si on sort un petit peu du contexte du Golfe ou même à Bahreïn, vous avez des groupes de défense des droits citoyens qui sont assez importants. Au Liban, vous avez une société civile qui est très active. Bon, dans d'autres contextes, sa marge de manœuvre est beaucoup plus limitée. Mais moi, je crois, comme l'a dit Karim, c'est vraiment une question de processus et d'éducation d'une jeunesse et d'éducation d'une population qui, depuis 50 ans, 60 ans, est complètement écrasée par des régimes autoritaires. Donc, ça viendra. Mais pour le moment, le seul discours de contestation récent qui a été formulé, c'est vrai que depuis les années 70-80, c'est un discours islamiste. Avant, c'était un discours nationaliste. Avant, c'était un discours anti-impérialiste. Donc, on est en train d'évoluer. Maintenant, il faut voir si on va arriver à un discours peut-être humaniste qui ferait l'être humain comme, disons, l'acteur central où on accorderait en fait au fait d'être un être humain et non pas d'appartenir à une confession, à une religion, à une ethnie. Donc le fait d'être un être humain, un citoyen, et donc peut-être qu'on pourrait arriver à d'autres modèles politiques dans ces pays. Voilà. Sans oublier le développement économique. Ouais, bah oui, ça c'est fondamental. Moi, je voudrais rebondir sur l'intervention de monsieur là-bas. Excusez-moi, mais moi, j'ai vu l'islamisme rétrograde prendre en possession de la population tunisienne à partir des années 70 par la vertu des décisions de monsieur Mzali et du retour de professeurs, j'enseignais dans l'enseignement tunisien, de professeurs formés en Égypte, en Syrie essentiellement, qui nous ont formé la jeunesse à un islam complètement littéral, bigot, réactionnaire, que je n'imaginais pas avant, parce que dans les familles tunisiennes que je fréquentais, dans lesquelles j'étais insérée, l'islam, c'était pas ça du tout. Du tout, du tout. Donc moi, j'arrive pas à imaginer que vous puissiez... Enfin, oui, je vois bien que en Arabie Saoudite, etc., les frères musulmans et le wahhabisme, c'est deux catégories différentes et opposées. Mais nous, au Maghreb, on a quand même l'impression que ce sont les frères musulmans, essentiellement les enseignants, qui nous ont ramené l'idée littérale du wahhabisme. Et ce qui est nouveau est mauvais, et ce qui est conforme aux enseignements des soi-disant disciples du prophète est bon. Alors, je comprends bien votre position, mais je vois bien que les pays arabes sont bloqués aujourd'hui par des sociétés qui sont devenues infiniment plus rétrogrades que celles de leurs grands-parents. Il y a peut-être un problème d'intellectuels arabes. Et formation d'une classe, formation d'une classe qui serait possible, oui. Il y a une régression générale. Qui serait capable de penser à un changement autrement que par, pas forcément l'islam. Ça peut être également dans certaines sociétés, autrement que par la religion, oui. Ça, on est entièrement d'accord, oui. Le problème, c'est que la religion a été politisée, qu'elle est sortie de son contexte culturel et quotidien et que c'est devenu un enjeu politique, un enjeu de programme, de changement de société. C'est bien ça le problème, c'est la politisation, donc c'est l'islamisme. Non, si. On est dans la bigoterie. Non. C'est dans la bigoterie la plus sombre. Vraiment, je reconnais la France des années 50 dans laquelle j'ai été élevée. De l'Ouest. Hein. La vision, c'est de prendre le pouvoir aussi. Ben oui, c'est ça. L'objectif, c'est de prendre le pouvoir. Donc, il faut changer la société. C'est ça, la finalité. Oui. Oui, je suis béotien, donc je vais poser une question. Peut-être que tout le monde connaît la réponse, mais vous n'avez pas parlé du rapport frères musulmans et Daesh. Juste aussi un petit mot, c'est pas une fuite. Hein. Il ne faut pas sous-estimer, c'est pas du tout un discours de politique, hein. Il ne faut pas sous-estimer l'influence d'acteurs étrangers dans cette montée de l'islamisme dans la région. Ça arrange beaucoup de monde.
Tout le monde à un moment a eu besoin d'un monde arabo-musulman divisé. Les nations arabes, etc., on sait très bien que ça n'arrangeait pas tout le monde dans la région. Donc on voit bien que, par exemple, les États-Unis, Israël, ont favorisé à plusieurs reprises, mais je ne veux pas dire que ce sont les autres, parce que c'est ce discours facile aussi du monde arabe de dire, mais c'est un facteur important, c'est un facteur très important. Par rapport aux frères musulmans Daesh, ce sont deux choses complètement différentes. D'abord, Daesh, c'est quoi? C'est un truc, vraiment, un machin créé très récemment, qui est un ramassis, justement. Alors déjà, sur le plan idéologique, on est plus sur la mouvance salafiste, complètement fanatique, avec un projet sans projet politique, c'est-à-dire une restauration d'un califat. Donc on ne croit plus du tout dans les sociétés et les pouvoirs dans lesquels on est. Il faut détruire tout pouvoir politique laïque, alors que les frères musulmans sont capables, suivant les périodes, de s'accommoder des pouvoirs politiques. Au contraire, elles peuvent justement s'intégrer dans le jeu politique, dans une représentation politique classique au Parlement. On l'a vu d'ailleurs après les printemps arabes, les frères musulmans ont joué le jeu des urnes, du processus électoral, alors que dans le cas de Daesh, là on est dans le zéro degré de pensée politique, on est juste dans un truc. Mais je pense qu'en parler, ça serait trop donner d'importance, parce que c'est quelque chose qui est un épiphénomène, et on le voit aujourd'hui, qui a servi les intérêts de tous ceux qui ont créé ce truc, qui sont tous les acteurs dans la région. Tout le monde a favorisé ce califat de dégénérés. On se demande comment ils ont vécu jusqu'à maintenant, si ce n'était pas sous perfusion des uns et des autres, de tous les acteurs dans la région, tous. Les Saoudiens, les gens du Golfe, les Américains, tout le monde avait besoin d'un monstre. Les Iraniens, Bachar al-Assad, tout le monde avait besoin de ce monstre qui était tellement d'ailleurs un monstre caricatural que, voilà, comme on dit, avec un ennemi pareil, point besoin d'amis. Donc voilà, aujourd'hui, ce truc est en train d'être démantelé. Malheureusement, il va y avoir des répercussions en Occident, parce qu'il y a aussi les problèmes des sociétés occidentales qui ont un souci, mais ça, c'est un autre problème. Il ne faut pas toujours parler des problèmes des Arabes. Hein. Ça, c'est une autre question. Mais dans la région, et on voit que cette crise du Golfe, d'ailleurs, aujourd'hui, est le résultat de cette recomposition de la carte géopolitique post-Daesh. Post-Daesh, c'est encore une fois faire un compliment comme s'il y avait une ère Daesh. Mais post ce truc, cet épisode qui s'est passé, où justement, il va y avoir une recomposition, une redistribution des cartes. Et on voit bien, hop, l'Arabie Saoudite qui tape sur le Qatar parce qu'elle ne veut pas que le Qatar investisse donc cette zone, donc, qui est la zone syro-irakienne, avec bien sûr autour le Liban, les territoires palestiniens, etc. Et donc, voilà. La différence donc, entre Daesh et les frères musulmans, c'est que l'une est un épiphénomène extrêmement extrémiste et complètement apolitique, et l'autre est une structure enracinée, politique, transnationale, qui a su se jouer des régimes qui ont traversé le monde arabe et qui existent toujours. Et on verra d'ailleurs, moi j'aimerais bien écouter Karine sur ce qui va se passer pour les frères musulmans. Voilà. Alors, justement, je vais te donner la parole, Karine, c'est parce que je voulais, pour finir le propos, justement, vous demander à tous les deux quelle évolution vous voyez pour les frères musulmans après les différents épisodes auxquels on a assisté, donc 2011, certains mouvements des frères musulmans qui arrivent au pouvoir en Tunisie, en Égypte, qui sont éjectés, passez-moi l'expression, et donc quel avenir, quelle évolution vous voyez pour les frères musulmans dans le Golfe. Et donc je vous demanderai tous les deux de conclure finalement sur cette perspective pour essayer de voir comment on peut se projeter. L'évolution, beaucoup sont en prison. Donc, pour le moment, de savoir s'ils vont pouvoir répondre à leur objectif final qui est arriver au pouvoir pour pouvoir à terme remettre en place ce califat, pour le moment, ça me semble un petit peu difficile.
En tout cas, comme je vous l'ai expliqué, dans les pays du Golfe, chaque branche a sa carte à jouer en fonction de ses contextes. Au Koweït, ils ont très bien compris qu'il fallait maintenant qu'ils se taisent et qu'ils deviennent, en fait, même s'ils rentrent au Parlement, que le Parlement va redevenir une chambre d'enregistrement pour les politiques de développement économique évaluées à des centaines de milliards de dollars. Au Qatar, pour le moment, ils n'ont pas de problème, tout va bien, ils sont toujours contents, ils ont Jazeera. Comme Karim l'a dit, Kardawi a même obtenu la nationalité, donc il n'y a pas pour le moment de problème existentiel. Et à Bahreïn, ça reste toujours des acteurs politiques. À Bahreïn, le régime en a besoin dans sa stratégie contre la majorité chiite. Le seul problème des frères musulmans, malheureusement, maintenant, c'est en Arabie Saoudite. Mais comme Karim l'a très bien remarqué, l'Arabie Saoudite a différents groupes d'opposition, les frères musulmans n'étant qu'un de ces groupes. Il y a quand même la question chiite qui reste fondamentale. Et il y a également la question du développement économique et de la structuration d'une classe moyenne jeune qui, à terme, pourrait soulever plus de questions et être beaucoup plus importante et incontournable pour le nouveau roi que ses frères musulmans. Donc moi, je ne vois pas beaucoup de changements. On revient à une phase de répression. Bon, cette répression, on va les ressortir de prison dans quelques années quand on aura trouvé un accord avec le régime. Cet accord, ça sera le retour à une clandestinité, ou si ce n'est pas une clandestinité totale, mais en tout cas, on va leur laisser peut-être une certaine marge de manœuvre, pouvoir participer dans ces élections à partir du moment où ils ne remettent pas en cause la légitimité du régime. C'est ça. Oui, rapidement, personnellement, je pense que nous sommes rentrés dans une phase de tension régionale qui prévalait avant les printemps arabes et qui ne va pas laisser beaucoup de place aux contestations internes et au contraire à un renforcement de ces régimes autoritaires. Les facteurs sont là, hein, que ce soit le retour du discours anti-iranien de la Maison-Blanche, de l'administration américaine, à l'instar de Bush à son époque, qui redonne donc de nouveau de la vigueur à cette ligne de fracture régionale sunnite-chiite, avec la compétition Arabie Saoudite-Iran et leurs alliés respectifs. Donc, cette phase de tension géopolitique, évidemment, va donner davantage de pouvoir, de tonus au hard power, à l'armement. On voit aujourd'hui une course à l'armement affolante dans la région. C'est incroyable. Même le Qatar n'a plus de place pour loger ses avions. Et d'ailleurs, sur la base militaire en fait américaine au Qatar, il serait plus facile de retirer le Qatar de la base militaire en fait que de retirer la base militaire. Donc on rentre en fait, je le dis un petit peu avec de l'ironie, mais finalement tout ça est effectivement pas de bon augure. Et les frères musulmans dans tout ça effectivement sont des perdants. Mais attention, les frères musulmans quand ils sont des perdants, c'est toujours bien parce que voilà, ils resteront quelque part. Donc dans cette ils inspiraient plus de méfiance quand ils étaient au pouvoir, alors que cette espèce de martyrologie, de victimisation, de posture victimaire en tout cas, leur donne forcément un crédit pour plus tard quand ils pourront se targuer en tout cas d'avoir été la vraie force de répression. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont pris aussi le pouvoir après les printemps arabes en disant bon vous êtes gentils les blogueurs etc. Derrière les ordinateurs nous on a donné et puis ils restent structurés en prison. En prison, il y a des réseaux très puissants, très structurés. Donc, ils sont en sourdine pour l'instant. Ils vont ressurgir à un moment ou à un autre, dans la phase 2 ou 3 ou 4, je ne sais pas, de l'épisode des printemps arabes, ou je ne sais pas comment on appelle ça, l'été arabe. Et ils sortiront, effectivement, en attendant qu'une vraie société civile, je ne sais pas comment on appelle ça, mouvement alternatif, pour dire les choses froidement, émerge. Et le développement économique est très lié à tout ça. Mais bon, on a encore du chemin. Écoutez, je crois qu'il nous reste à vous... Il y a encore une question ? Alors, allez-y, oui. Une dernière question.
il n'y avait vraiment aucune possibilité de compromis entre l'armée égyptienne et les frères musulmans. On dit que le général égyptien qui vient d'être mis en prison était un général qui était plus à même de faire ce compromis que Sisi. Est-ce vrai? Elle a fini en prison. Oui, on voit bien que Sisi n'a pas du tout envie du moindre compromis avec quiconque des frères musulmans, en tous les cas. Ça, c'est clair qu'il veut être tout seul à la manœuvre. Il n'a aucune envie de partager ce pouvoir. Écoutez, il me reste à remercier Karine et Karim pour leur intervention.